rentrée. Nous sommes ici en cette deuxième journée du festival qui met à l'honneur les 20 ans de l'association des Calciosan, fondée par Madame Paulette Correa, membre de la délégation du Sénégal UNESCO et qui a voué sa vie à la protection des arts, de la culture, à la valorisation, à la découverte des talents et surtout à permettre aux uns et aux autres de créer des synergies comme ce moment que nous sommes en train de vivre en ce week-end d'été. Hier, nous avons eu une journée très riche avec des auteurs qui ont pu s'exprimer en bas que vous pourrez découvrir encore aussi demain. Et des ateliers artistiques, vous avez des stands que vous pouvez encore aussi découvrir avec de la mode et de la beauté. Aujourd'hui, pour cette table ronde, nous allons aborder la thématique « Écrire au féminin ». Vous voyez que hier, nous avons eu un panel plutôt masculin, mais là, on se rattrape, Fatima. Et donc, écrire au féminin en Afrique et dans les Caraïbes, quel message derrière les plumes des auteurs? Cette table ronde sera modérée par Monsieur Jean Célestin, journaliste, historien, sociologue et surtout un homme très très engagé pour la culture et la transmission au contact de la jeunesse aussi. Je vais lui laisser la parole. Merci à vous. Je vous prie d'applaudir ce panel, d'applaudir Colette. Je vous retrouve plus tard. Merci beaucoup, Madame la cérémonie, parce que c'est comme ça c'est le rôle que ma chère Kaïla a aujourd'hui. Merci pour ces mots aimables et gentils à notre endroit. Merci au public qui va passer, j'allais dire en live, comme on dit dans le jargon audiovisuel, à cette table ronde. Merci à l'association des Calciosan, Madame Paulette Correa. Vraiment, 20 ans, l'association fait des choses extraordinaires pour la promotion de la culture et le rapprochement des peuples. C'est très important de le dire. Alors, pour parler d'écrire au féminin, quel message derrière les plumes des auteurs? Vous l'avez remarqué, on n'a pas dit des auteurs, simplement. On a insisté sur le re. Donc, c'est des auteurs femmes. Et c'est pour cela qu'autour de la table, je suis le seul homme qui suis donc entouré par des auteurs femmes et des auteurs de grande qualité. Je voudrais commencer, à partir de ma gauche, dire un mot sur chacune d'eux. Elles se représenteront ensuite elles-mêmes plus en détail. Madame Fatimata Diallo Ba est enseignante. Elle est également auteure de nombreux ouvrages, dont d'écrits sous la peau. C'est le dernier qui est sorti, mais c'était dit, voilà, c'est ça. Donc, premier étoile. En tout cas, vous parlerez de tout ça un peu tout à l'heure. Il y a Rouge Silence aussi que moi j'ai beaucoup aimé, je peux vous le dire parce que je l'ai lu. On lui donnera la parole tout à l'heure pour qu'elle se présente un peu plus en détail. À ma droite, Madame Maryse Saint-Pierre-Cyprien, qui est diplomate, docteur en relations internationales et diplomatie stratégique. Elle est enseignante, chercheuse, conférencière, elle fait aussi partie de la délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, parce qu'elle est ministre conseiller là-bas. À côté de Madame Cyprien, alors je l'appelle Madame, parce que toutes les femmes peuvent l'appeler Madame, et qu'elle est jeune mariée. Il faut l'appeler rien que pour ça déjà, Mariam Ba. Vous pouvez l'appeler Mariam Baldé. Elle est toute jeune mariée, il y a quelques semaines. Et elle est étudiante en diplomatie économique aussi, et elle est auteure. Elle a sorti un livre, je crois au mois d'avril dernier, Une enfance à sourd primo, et elle se présentera en détail tout à l'heure. Alors, une fois que j'ai fait le tour de table, je redonne la parole à Madame Fatima Diallo Ba pour qu'elle se dise quelques mots supplémentaires en plus de ce que j'ai déjà dit. Bonjour Fatima. Bonjour Jean Célestin. Vous m'entendez? Voilà, je suis donc Fatima Diallo Ba. Je suis enseignante, professeure de lettres classiques à Dakar.
Et je suis maman de 3 enfants. Et je suis donc autrice. Parce que quand tu dis auteur, même en disant auteur, pourquoi tu dis pas? Quand tu dis autrice, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que l'acte d'écrire, pour moi, est un acte de résistance profonde. Et pour ce faire, je vais vous lire, comme on est dans un salon d'auteur, aussi, je vais lire la première page, voilà, l'avant-propos de mon livre d'écrit sous la peau. Alors, écrire, crier, à la lettre près le même mot. Écrire pour que les cris, bouche cousue et pliée de souffrance et d'obéissance, trouvent leur voie et cessent de saper les fondements comme des rivières perdues. Crier le refus de l'humiliation. Hurler sa liberté comme un loup ivre un soir de pleine lune. Écrire ses blessures pour avoir une chance de les refermer. Crier la douleur de ses frustrations. Écrire son droit à l'expression et à l'existence. Crier son désir de vivre. Écrire pour ne pas mourir. Crier pour vivre. Écrire et crier pour ne jamais cesser d'aimer. Voilà, ça c'était l'avant-propos. Et ça résume un petit peu ce que je pense d'écrire, qui est un cri de naissance pour moi. Vous pouvez l'applaudir encore une fois parce que vraiment, merci beaucoup Fatima. On va donner la parole à Mme Cyprien pour qu'elle dise aussi quelques mots supplémentaires sur sa présentation de ce qu'elle est. Merci. Distingués invités en vos qualités, Madame la Présidente de l'Association des Caltiosales, chère Paulette, chers compatriotes afro-descendants et amis, Mesdames et Messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma sincère gratitude pour l'honneur qui m'est fait d'être l'une de vos invitées de moi ce matin. Échanger autour d'un sujet d'envergure, écrire au féminin en Afrique et dans les Caraïbes, quel message derrière les plumes des auteurs? Cette thématique me parle. Et j'ai donc décidé d'intituler ma petite intervention « Plumes féminines et coopération sud-sud, écrire la Caraïbe autrement ». La coopération sud-sud est un volet de la coopération internationale que je considère comme une alternative pour le développement durable des pays du Sud. La thématique me tient à cœur et rentre dans mes champs de compétences. Elle a acquis ces dernières années et de manière tangible les pleins droits en termes d'alternatives et de leviers de développement pérennes pertinentes pour impacter le nouvel ordre mondial. D'où mon récent ouvrage Hugo Chavez et Petro-Caribé, Le pétrole, arme d'État et de coopération sud-sud, qui a été publié aux éditions L'Harmattan le 28 décembre 2023 et qu'on peut trouver aujourd'hui chez tous les libraires à Paris, au Canada, et de même que sur les sites marchands Amazon, Fnac, etc. Quand on parle de coopération sud-sud, on pense souvent aux enjeux économiques et politiques. C'est en partie vrai. C'est d'ailleurs l'approche que j'ai préconisée dans mon ouvrage, avec en plus le volet diplomatique. Mais cette dynamique existe aussi, et peut-être de manière plus créative, sur le plan culturel et littéraire, œuvrant ainsi à la construction d'un monde plus juste, plus équitable et plus inclusif. Nous, les auteurs d'Afrique et des Caraïbes, écrivons depuis des espaces fragmentés, marqués par la colonisation, la langue imposée et l'histoire violente de l'esclavage. Et pourtant, à travers nos œuvres, nous venons de l'entendre là tout à l'heure, nous construisons des ponts entre les îles, entre les mémoires, entre les peuples.
nous incarnons une autre forme de diplomatie, sensible, intime, féminine. Et nous le faisons souvent sans discours théorique, ni structure institutionnelle, seulement à travers la plume. Donc, je suis Marie Saint-Pierre-Cyprien, comme vous l'avez si bien dit dans votre petite présentation sommaire. Voilà. Je suis une afro-descendante. Je viens d'un grand pays du Sud qui a marqué l'histoire du Nouveau Monde et du peuple noir dans sa globalité. Je nomme la République d'Haïti. Voilà. Il s'agit de mon pays qui, grâce à son histoire unique et à ses combats pour la liberté et l'égalité, a exercé une influence décisive sur les luttes pour l'émancipation des peuples esclavagisés et opprimés. La révolution haïtienne de 1791 à 1803, donnant naissance à la première République noire le 1er janvier 1804, a eu une grande influence sur le mouvement panafricain du 19e et 20e siècle, qui visait à promouvoir l'unité et l'émancipation des peuples africains et la diaspora africaine dont j'en fais partie et dont j'en suis fière. Le leader haïtien Toussaint Louverture, entre autres, parce qu'il y a eu Dessalines, le père de l'indépendance, voilà, que vous connaissez sûrement très bien, est souvent cité comme une figure majeure dans le développement du panafricanisme, avec l'idée que la lutte des Noirs pour leur liberté et leur dignité devait être soutenue à l'échelle mondiale. Haïti chérie, en tant que premier État indépendant du Sud global, a représenté pour des figures emblématiques comme Kwame Nkrumah au Ghana, Patrice Lumumba en RDC, un modèle de résistance et d'émancipation face à la question coloniale. D'autres leaders panafricains se sont appropriés l'exemple pour promouvoir l'idée d'une solidarité entre les peuples noirs, au-delà des frontières géographiques et politiques, à travers notamment ce dont on parle aujourd'hui, leur richesse culturelle et leur plume. Mesdames et messieurs, les écrivaines africaines et caribéennes représentent un pilier important pour visibiliser la culture afro autrement sur la scène internationale. L'un des premiers terrains sur lesquels se joue cette coopération est la mémoire partagée. La transmission à travers nos écrits de ce que l'histoire officielle a longtemps tué, la vie des femmes esclavagisées, les lignées matriarcales, les résistances anonymes, les douleurs transmises en silence. Un autre message fort derrière nos plumes, mesdames, c'est l'idée de solidarité entre femmes au-delà des frontières. Loin de l'individualisme occidental, nous inventons des formes de résilience collective. À travers nos écrits, nous réapproprions nos identités, loin des stéréotypes érigés par l'oppresseur. Gisèle Pineau, par exemple, une écrivaine guadeloupéenne, originaire de la Guadeloupe, justement, parle de la folie, de la douleur migratoire, du silence des mères, mais toujours dans une perspective de transmission d'héritage féminin. Elle nous dit, on ne guérit pas seul, c'est dans le lien que trouve la voix. Je prends par exemple Edwidge Dantika, auteure haïtienne. Elle vit à l'étranger et écrit en anglais, certes, mais insuffle à ses textes le rythme du créole, les mémoires haïtiennes, les non-dits de la diaspora. Elle affirme que l'écriture pour elle est une façon de rester un avec les siens malgré l'exil et le silence. Dans cette livre, la langue même devient un territoire de coopération entre langue coloniale, langue créole, entre oralité et écriture, entre tradition africaine et modernité caribéenne. Cette dynamique permet à nos pays de diffuser leur identité, leurs valeurs
et leurs expériences à l'étranger, tout en créant des liens durables avec d'autres cultures. Il est important de rappeler ici que coopérer entre Sud, c'est aussi refuser les regards imposés par le Nord. Les auteurs caribéennes, dont j'en fais partie, déconstruisent les clichés exotiques du misérabilisme et revendiquent le droit à leur propre narration. L'écriture est aussi un moyen de promouvoir la paix, l'amitié et la compréhension entre les nations. Elle offre un espace unique pour l'échange, la coopération et la promotion des valeurs humaines universelles. Dans un monde globalisé, elle devient un instrument puissant, stratégique, un soft power, non seulement pour la préservation du patrimoine littéraire, mais aussi pour favoriser un dialogue interculturel enrichissant et constructif. Enfin, ce que nous offrons au monde, c'est une reconfiguration de la carte du monde. À travers le prisme de l'écriture, les frontières sont poreuses. La Côte d'Ivoire peut discuter avec Haïti, la Guadeloupe avec le Sénégal, et le Kenya peut dialoguer avec la Jamaïque à travers la voix des femmes. Et c'est là peut-être la plus grande force derrière ces plumes féminines. Non seulement elles dénoncent, mais elles relient. Non seulement elles disent « je », tout en construisant un « nous ». Alors aujourd'hui, pour les 20 ans de Décale Tiosan, ma chère Paulette, je formule le vœu que les œuvres littéraires féminines, en particulier celles du Sud, nos œuvres, mesdames, soient lues, traduites et circulées davantage. Car nous sommes les architectes, parfois invisibles, d'un monde à venir, fait d'alliances choisies, de récits partagés et d'avenir à bâtir ensemble. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Merci infiniment. Et sincèrement, vos applaudissements ne sont pas à la hauteur. Merci beaucoup. Merci Madame Cyprien. Donc on va donner la parole à Madame Baldé, Tierno Baldé, Mariam, pour qu'elle nous dise aussi. Alors, j'avais dit un mot supplémentaire. Madame Cyprien a dit tout ce qu'elle avait à dire sur le sujet. Donc on va y revenir après. Mais Mariam, si vous voulez dire autre chose aussi, vous pouvez. Soit un petit mot, soit développer carrément votre argumentaire. Merci Célestin. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir dans cette très belle salle et de l'honneur que vous faites dans la contribution à la culture africaine et carabienne. Alors moi, je suis Mariama Baldé. Je suis une jeune étudiante de 24 ans à HEIP en diplomatie économique. Et je suis alternante aussi en coopération européenne au conseil départemental du Cantal, donc je viens un peu de loin. Et je suis auteure. Au mois d'avril, lors des 72 heures du livre en Guinée, j'ai eu la chance de vous rencontrer également. On a célébré la puissance féminine. Et dans ce cadre, j'ai pu présenter en avant-première mon livre qui s'est intitulé « Une enfance à Solo Primo ». Alors pour moi, écrire, c'est un acte politique et un acte intime. C'était des histoires que je portais au fond de moi depuis toute petite et qu'au fil du temps, j'ai ressenti la nécessité de le faire partager, de le faire lire. Et ça parle de mon quartier où je suis née, j'ai grandi, donc Solo Primo, où on voit beaucoup de choses. C'est une structure qui est assez particulière, c'est une structure sociale où on a une classe qui est très aisée et une classe défavorisée, où on se retrouve tous à l'école, qui est un lieu d'intégration sociale par excellence, comme on dit, où là on apprend les réalités des autres, où on commence à se questionner, à se poser. Alors qu'on est insouciant, on pense juste à jouer avec ses poupées, à aller tirer un ballon.
Et là, on voit la réalité d'autres personnes qui ne sont pas la réalité de ce que nous traversons quand nous rentrons à la maison, où on n'avait pas à se questionner pour à manger, avoir un cahier, avoir des livres. On pensait que tout était acquis, alors que pour les autres, non. Ils étaient condamnés dès l'enfance. Ils avaient une réalité qu'ils devaient subir. Et il fallait qu'ils vivent avec la constante honte du besoin et du manque. Et cette histoire-là, en grandissant, je me suis dit que ce n'était pas normal dans une société que les enfants soient sacrifiés, que la pauvreté porte à nous des cris qu'on ne peut pas exprimer. Et pour moi, une enfance à Solo Primo, c'était le moyen que j'ai trouvé de parler. Peut-être de manière un peu dérangeante parce que je pointe du doigt aussi une réalité qui est souvent tue, celle de l'émancipation de la jeune fille dans une société majoritairement patriarcale où les filles n'ont pas nécessairement le choix ou n'ont pas voix au chapitre. Et pour moi, une enfance à Solo Primo, ça montre que la violence n'est pas genrée, que les hommes, les femmes, personne n'est épargné en tant que tel. Là, on a Alpha, qui est l'héros du livre, qui nous montre un peu comment lui, il est considéré comme la personne qu'il fallait ramener l'argent à la maison. Et dès tout petit, il se dit, l'école n'est pas faite pour moi parce qu'il faut que l'argent soit à la maison pour aider mes parents. Donc, il ne peut même pas se concentrer pour se dire, je peux croire au système, je peux croire à la méritocratie, je peux étudier dur, avoir accès à des grandes écoles pour qu'au final, être ingénieur, architecte et je ne sais. Et lui, il pense qu'à partir, pour se dire que la seule manière pour moi de réussir, c'est de partir en Europe, traverser la mer, sans se rendre compte qu'il est en train de se condamner à vivre une existence misérable où ses droits ne sont pas respectés, ou même quand il arrive en Europe, il devient un chiffre dans un système qui ne veut pas de lui, où il sera toujours considéré comme personne qui est rentrée clandestinement sur un territoire. Et en creux, on a Amina, sa jeune sœur, qui, elle est condamnée au mariage précoce pour venir aider financièrement la famille. Et elle était ambitieuse, elle avait des rêves, elle se retrouve face à une mère qui a déjà une coépouse, un père qui était pauvre et qui faisait des violences à sa mère, et elle devait subir ces réalités-là, où elle devait marcher des kilomètres pour trouver de l'eau. C'est des réalités qu'on ne parle pas, c'est des réalités qui sont tues parce que ça interroge collectivement nos responsabilités, les responsabilités de nos gouvernants, de voir que l'éducation qui est la base de toute société, elle est défaillante. Donc pour moi, une enfance à Solo Primo, c'est que tout le monde se pose des questions, que ce soit les parents, le gouvernement, nos mamans, nos tantes, l'inconnu, parce que Alpha a été aidé par des inconnus. Et c'est là qu'on se rend compte que chacun d'entre nous, en croisant une personne, on a quelque chose à jouer dans la destinée de cette personne-là. Donc, et en plus, ce qui était super bien après avoir publié Une enfance à Solo Primo, c'est le retour que j'ai eu des gens qui se sont dit « on s'est retrouvés dans ce récit, mais on ne pourra jamais dire qu'on se retrouve dans ce récit-là, parce que personne ne veut que les autres sachent ce qu'ils ont dû endurer, tout ce qu'ils ont dû traverser pour en être là aujourd'hui. » Donc moi, mon message, surtout avec Une enfance à Solo Primo, c'est que chacun soit fier de son parcours et vous dire que votre avenir n'est pas figé. C'est à vous de vous construire, c'est à vous de vous donner les moyens. Vous avez le droit de rêver grand, vous devez vous donner aussi les moyens dans la légalité. Ouvrez-vous des chances, ouvrez-vous des portes et surtout dites-vous que ce n'est pas que la route, ce n'est pas que l'exil et que parfois le bonheur se trouve au fait dans votre propre pays et c'est à vous de le chercher. Et si au final vous partez, pensez à rentrer parce que dites-vous que c'est dans le sacrifice que les peuples s'épanouissent, c'est dans le sacrifice que les grandes nations naissent. Merci. Merci pour ces applaudissements nourris. Cette fois-ci, il l'était vraiment. Et merci à Mayama Baldé-Tierno pour
ce témoignage et qui est très touchant parce que moi qui m'intéresse particulièrement à la question des jeunes, leur épanouissement, leurs rêves, leurs doutes aussi, je me retrouve complètement dans ce qu'elle a dit. Les jeunes, quand ils veulent la plupart du temps partir, c'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que les structures ne permettent pas qu'ils s'épanouissent sur place. Ou alors permettent peu, pas toujours, l'épanouissement individuel et même collectif sur place. Et c'est regrettable, mais bon, les choses sont quand même en train de changer dans pas mal de pays, il faut le dire aussi. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a une nuance entre les deux et il faut tenir compte de cette nuance-là. Moi, j'ai la chance de voyager un peu, je ne dis pas beau quand même. Maintenant, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on va au Rwanda, on va au Sénégal même, notre pays. On voit cette réalité-là, même en Guinée, son pays d'origine. On voit des choses qui sont en train de changer. Les choses se mettent en place. Alors, peut-être pas au rythme de l'Occident ou de l'Asie, mais les choses bougent et c'est bien que ce soit ainsi. L'Afrique marche à son rythme. La chaleur, tout ça là, font que le rythme est un peu lent, mais il existe. Il faut tenir compte de ça aussi. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je ne sais pas si Fatimata voulait ajouter quelque chose parce qu'elle a suivi ce que j'ai demandé, de dire juste un ou deux mots, et puis elle a lu. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, étalé, un peu plus long sur cette thématique-là avant que je pose la première question et que je donne la parole à la salle après? Oui, bien sûr, j'ai toujours quelque chose à dire. Et moi, quand on me dit un mot, j'obéis. Ah, mais c'est bien. C'est une grande qualité. Mais je trouve que les femmes, de manière générale, ont raison de ne pas s'obéir, d'être désobéissantes. Vous avez eu parfaitement raison, Madame Cyprien, d'avoir développé votre propos. Et je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il aborde un point de vue qui est rarement abordé, puisque on considère que la diplomatie est plus du côté des hommes que du côté des femmes. Et là, vous nous avez démontré le contraire. Et quant à Mariama, vraiment, nous nous sommes rencontrés aux 72 heures de Guinée et j'avais eu l'occasion de découvrir une jeune femme, 24 ans, qui avait l'âge d'être ma fille et qui avait un discours extrêmement intéressant, qui s'adressait vraiment aux jeunes dans leur propre langage et qui était, pour moi, extrêmement éloquente. Et quand une voix doit rencontrer des oreilles, et je trouve que sa voix est juste et rencontre celle de son public cible, en tout cas, même si nous autres adultes pouvons également l'entendre. Alors, pour moi, elle a raconté sa vie dans son quartier, mais quand on parle de soi, de son soi intérieur, je dis dans son puits intérieur, de là où on est né, on s'adresse toujours à l'universel. On rencontre toujours énormément de soi, puisque nous partageons cette espèce de mère féminine, mère M-E-R, hein, même si on peut le prendre comme mère M-E. Voilà. La mère, on dit la mairesse d'abord, on ne dit pas la mère. La mairesse. Alors, moi je dirais que, alors, c'est un thème que j'ai abordé à de nombreuses reprises, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, l'écriture féminine, la voix des femmes. La voix des femmes compte. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on pense que la voix des femmes est inférieure à celle des hommes. Il faut regarder les prix littéraires. Le prix Nobel de littérature, combien de fois a-t-il été attribué à une femme? Cherchons. Le prix Goncourt, cherchons. Les prix en Afrique, aujourd'hui, curieusement, l'Afrique est très en avance par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de tellement grande différence. Quand les femmes parlent, on pense que c'est pas sérieux, qu'elles vont parler de la condition féminine, de ce qui leur fait mal, ce qui les gratte et tout. On ne prend pas en compte la dimension vraiment
c'est la moitié de l'humanité quand même. Hein. Et on ne prend pas en compte le fait que quand une femme parle, ce n'est pas simplement son genre qui parle, c'est une humaine qui s'adresse à d'autres humains. Alors, moi, mon écriture est fondamentalement revendicatrice. Ça, parce que, justement, mon écriture est militante. Parce que je milite contre l'invisibilisation des femmes, contre la dépossession de leurs paroles, parce que je trouve que depuis Awa Thiam, qui en 1978 a écrit La parole aux négresses, pas grand-chose n'a changé. D'ailleurs, moi j'aime bien faire entendre la voix de la littérature. Alors, Awa Thiam, j'ai pris juste une petite citation. Elle dit « Prendre la parole pour faire face. Prendre la parole pour dire son refus, sa révolte. Prendre la parole agissante. Parole action. Parole subversive. Agir. Agir en liant la pratique théorique à la pratique pratique. » C'est une petite citation que j'ai prise dans La parole aux négresses et je pourrais les multiplier, les citations comme ça. Dans la littérature sénégalaise, on en a plusieurs, hein, des femmes qui militent. On a Mariama Ba dans Une si longue lettre, qui aujourd'hui encore, sa lettre a encore des résonances. Ce qu'elle a dit, ça concerne toutes les femmes du monde, pas simplement d'ailleurs les femmes africaines. Quand vous allez au Vietnam, en Asie ou aux États-Unis, son œuvre a été traduite quand même en 58 langues et aujourd'hui encore, toutes les femmes s'y reconnaissent parce qu'elle a des accents, universels. Je prends l'exemple de Fatou Diom, ici, en France. Elle va d'ailleurs sortir un nouveau livre dans pas longtemps. Tous ces livres sont des manifestes. Tous ces livres sont des manifestes. Et voilà, je trouve que la parole féminine, elle n'est pas seulement d'ailleurs subversive et tout ça, il faut la lire juste comme de la littérature, pas forcément de la littérature féministe. Quand je prends, moi, mes livres, ceux que j'ai écrits, ils me ressemblent fortement, bien sûr, mais je peux dire que Yandé, c'est moi, c'est pas moi, c'est aussi l'Afrique, c'est toute l'Afrique. Dans des cris sous la peau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un cri de naissance. C'était des cris qui étaient là, qui me grattaient sous la peau. Il fallait qu'ils s'expriment. Et d'ailleurs, ma sœur qui est là vous dira que j'ai toujours voulu être avocate. Je voulais faire du droit quand j'étais petite. Je voulais plaider devant les tribunaux pour défendre la veuve et l'orphelin. Vous voyez, on ne dit jamais défendre le veuf et l'orphelin. Le veuf, hein, parce que le veuf, lui, la société le défend déjà. Mais les femmes, on doit défendre la veuve et l'orphelin. Et là-dedans, je raconte l'histoire, une semaine de la vie d'une femme. C'est pas 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, mais c'est une semaine pendant laquelle cette petite fille, elle a 45 ans. Hein. La première ligne, c'est une petite fille de 45 ans prend l'avion pour la deuxième fois de sa vie en ce caniculaire juillet parisien. Est-ce que cette petite fille, c'était moi lorsque je rentrais à Dakar? Peut-être bien. Parce que jusqu'à très récemment, dans ma tête, je n'avais pas mon âge. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai tout à fait mon âge. Hein. Je ne me considère pas comme une vieille. Non, jamais de la vie. En tout cas, à l'intérieur de ce livre, il y a dans la troisième partie, lorsque Yandé se découvre la cause profonde pour laquelle elle se sent petite fille, elle prend la parole comme une avocate. Elle se prend pour Dreyfus, elle se prend pour... Bon, ces lectures-là, c'est les lectures classiques qui affluent, parce qu'on n'est jamais que le produit de ce qu'on a vécu. Hein, et elle habite tous les personnages, à la fois de chair et de papier, qu'elle a rencontrés dans sa vie. Alors, dans la deuxième partie du roman, qui se passe tout à fait à Paris, il y a une autre forme de revendication, une autre forme de plaidoirie qui se fait sous la forme de la lettre. Parce que cette lettre était un hommage à Mariama Ba. C'était une façon, elle vit son veuvage, 4 mois, 10 jours, et pendant ces 4 mois, 10 jours, elle prend des résolutions,
elle se découvre déjà. Et la lettre lui permet à la fois l'introspection, mais également la rencontre avec l'intime de l'autre. Et à ce moment-là, vous voyez, au moment où je vous parle, j'ouvre mon texte et je tombe sur la page qui m'a donné le plus de plaisir à écrire. Mais bien sûr, je vais vous la lire. Alors, mon ami, petit à petit, j'enlève... Alors, je contextualise parce que celui qu'elle appelle mon ami, c'est son mari. C'est son mari et à la mort de ce dernier, elle découvre qu'elle n'a pas de sentiment amoureux, qu'elle n'a jamais eu de sentiment amoureux envers cet homme, mais la mort l'a élevée à un point où les violences qu'elle a subies de la part de cet homme, petit à petit s'effacent pour lui permettre de réfléchir. Elle accorde son pardon. Elle accorde son pardon à cet homme qui l'a tant fait souffrir, qui l'a tant fait souffrir. Alors, elle lui dit, mon ami, petit à petit, j'enlève une à une les épines qui ont fait saigner mon cœur. Peu à peu, je suis attentive au rythme de ses battements. Je retire doucement les voiles qui m'empêchaient de voir la réalité. Et Paris est si beau dans son habit vert qui se moire à l'approche de l'automne. J'écoute la chanson d'Indila, une dernière danse, dont les paroles d'espoir me touchent. Je danserai en pensée avec toi sur l'air de Save the Last Dance for Me de Leonard Cohen. Et pour finir, je mettrai 3 fois Alléluia, du même, qui m'accompagne presque quotidiennement. Je ne suis pas une grande intellectuelle et je fais avec ce que j'ai et cela suffit à ensoleiller mes jours. La littérature, la musique, les arts en général ont un effet cathartique reconnu. Je me laisse porter par les notes et les pages. Je vogue sur des océans inconnus de tous, ma main gauche portant un poignard pour lacérer mes peines et déchirer mes désespérances, ma main droite tenant une plume pour dessiner des soleils et peindre les couleurs de l'espoir. Je m'endormirai en relisant le poème de William Ernest Henley, Invictus, que Nelson Mandela raconte tant aimé tant, et je répéterai comme un mantra les derniers vers. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. J'ai choisi la voie du pardon pour ne pas demeurer dans la rage. J'ai fait le choix de tuer mes démons intérieurs, dont j'étais la proie consentante. Mon choix est la vie et l'espérance. Et si mes blessures se rouvrent sous l'effet de quelques raisons, bonnes ou mauvaises, je saurai laisser ma lumière intérieure, les cautériser et les guérir. Je dépose mon fagot à la porte de la vie pour faire le vide nécessaire au mouvement qui me porte vers l'avenir. Merci pour Fatimata. C'est vrai que quand elle commence à lire, on a envie de lui dire « ne t'arrête pas ». Parce qu'elle trouve toujours le ton juste pour lire. Alors, c'est elle qui a écrit. C'est peut-être plus facile comme ça, mais je ne crois pas que ce soit si facile. On a vu des gens qui ont du mal à lire leurs propres écrits de manière à donner envie aux autres à écouter. Et elle a ce talent supplémentaire, en plus de celui de l'écriture, de savoir lire ce qu'elle a écrit. Vous pouvez l'applaudir encore, s'il vous plaît. Alors, avant de vous donner la parole à vous, moi je voudrais poser une ou deux petites questions. On a suivi ce que nos panélistes ont dit, écrire un cri de cœur, un cri de révolte, on a envie de dire, façon de manifester quelque chose, un sentiment même de colère. Écrire pour faire à ce que la mémoire ne soit pas oubliée, pour que le passé reste présent, si j'ose dire, mais aussi pour que les ponts se construisent, les passerelles se dressent entre cultures, entre peuples, entre genres même, j'allais dire, hommes et femmes. Écrire de l'autre côté pour d'abord ne pas oublier son enfance, cette enfance-là, mais à travers l'enfance, c'est aussi l'enfance de tous les enfants d'aujourd'hui, de tous les jeunes d'aujourd'hui, pour indexer les gouvernants, indexer la société civile, indexer soi-même aussi, parce qu'on est un peu responsable aussi tout de même,
Et écrire pour que chacun sache que rien n'est jamais figé irrémédiablement et que le destin, on peut toujours le forcer, quoi, même si en apparence, il semble complètement déjà écrit ou déjà fait. Voilà un peu les propositions qu'on a eues ici. Moi, je vais demander à chacune des intervenantes, est-ce que les thématiques que les femmes abordent dans leurs écrits sont très différentes de celles des hommes? Parce que Mme Cyprien, par exemple, a dit, c'est elle qui a dit non, c'est Fatima qui a dit qu'elle aimerait que les écrits des femmes soient lus simplement comme les écrits, mais pas les écrits genrés. La question que je pose, qui veut commencer à répondre, est-ce que les thématiques sont différentes selon qu'on est une femme ou selon qu'on est un homme? Qu'est-ce que vous constatez? Merci beaucoup, Célestin, de m'avoir redonné la parole. Le petit souci avec moi, dès qu'on me passe un micro, c'est difficile de le lâcher. Tout à l'heure, je parlais autant. Alors, pour répondre à la question, les thématiques ne sont pas différentes. C'est toujours les mêmes thématiques, mais abordées différemment. Comme je le disais tout à l'heure, à travers nos écrits, nous incarnons une autre forme de diplomatie. C'est-à-dire, on écrit avec notre sensibilité, quand on a écouté et notre sœur, Fatimata, voilà, on sent la douceur, la sensibilité, la féminité à travers ces écrits. Donc, les thématiques sont tout à fait abordées d'une manière différente, avec une partie de nous, avec notre âme, avec notre sensibilité. Moi, à travers mes écrits, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'engagement. Je suis j'essaie de construire à travers mes écrits des ponts avec ce que nos parents ont vécu, avec le passé, pour pouvoir mieux appréhender l'avenir avec des bases encore plus solides. Et je n'ai pas l'intention de rester dans le passé à me lamenter sur ce qui nous est arrivé, mais je me projette vers l'avenir avec la construction des ponts beaucoup plus en adéquation avec le monde dans lequel que nous vivons aujourd'hui. Et bon, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser le micro comme la dernière fois. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mariama, est-ce que tu veux ajouter quelque chose aussi par rapport à cette question? Alors, moi, je suis d'accord avec Mme Cyprien, c'est qu'on a les mêmes thématiques. D'ailleurs, si, par exemple, ma problématique qui me concernait beaucoup, à savoir l'éducation et l'immigration, tu as écrit, Jean-Célestin, énormément sur la jeunesse africaine. Mais les écrits ne se croisent pas parce que chacun a son point de vue, chacun a sa manière de narrer les faits. Et ce qui est particulier avec la littérature féminine, c'est que malheureusement, nous vivons beaucoup ces injustices-là. Nous sommes les filles et les femmes sont les premières victimes de la société. Et le plus souvent, on dit les choses de manière crue. Et notre littérature, parfois, elle est vue comme dérangeante parce qu'elle pointe du doigt ce qu'on essaye de cacher. Et ça peut ne pas plaire. Et parfois, on peut ne pas dire qu'on veut militer, mais quand on vit une injustice, on se retrouve dans une position où on essaye de taper le poing sur la table pour dire « ça suffit, on est là, on existe ». Et à un moment donné, ça peut ne pas passer. Et pour moi, la littérature féminine, c'est cette littérature, qu'elle le veuille ou pas, qui sera une littérature qui revendique, une littérature qui dénonce, une littérature qui décrit. Et pour moi, ça peut ne pas être la même que la littérature qui est faite par un homme, parce qu'il peut ne pas vivre les mêmes réalités que nous, il peut ne pas les comprendre. D'ailleurs, parfois, ils disent « on ne comprend pas pourquoi vous vous plaignez de telle situation », alors qu'il suffit juste qu'ils vivent un quart d'heure de ce qu'une fille ou une femme est en train de traverser pour voir qu'ils sont au bout de leur vie. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour dire que c'est les mêmes thématiques. C'est juste que ce n'est pas les mêmes réalités.
Madame. Alors, bien entendu, les femmes écrivent, elles ont la liberté. D'abord, quelqu'un a dit hier, et je le prends à mon compte, que la littérature était un territoire de liberté totale. Et lorsque les femmes vivent l'enfermement, l'invisibilisation, la parole qui est captée à leur détriment, elles ont envie, lorsqu'elles écrivent, de s'exprimer pleinement et sur tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. Cela dit, quand une femme écrit, alors je vais vous lire un petit passage encore. Alors ne vous endormez pas parce que mes élèves me disent souvent « Ah madame, s'il vous plaît, lisez-nous encore des histoires. » Mais alors, au bout d'un moment, je les vois, ils sont là. Ils ont les yeux qui partent. Et ça y est, ils voyagent. Ils partent. Je leur dis non, je ne suis pas là pour vous endormir, hein, mais au contraire pour vous maintenir éveillés, les consciences. Alors, dans le troisième livre que j'ai écrit, qui s'appelle Tisserande, alors il y a un plaidoyer qui est fait par une jeune fille qui pourrait avoir ton âge. Elle s'appelle Awa et elle prend la parole dans une assemblée réunie là parce qu'elles font une manifestation de femmes pour alors j'en profite pour dire qu'au Sénégal comme dans beaucoup de pays en Afrique et ailleurs et probablement à Haïti et partout il y a énormément de féminicides quand ce ne sont pas des violences conjugales, des violences liées en tout cas à leur statut de femme. Énormément. Et je crois qu'en écrivant ce texte, j'étais pleine de colère. Et donc, il fallait que ça sorte. Alors, sœur, son discours, elle commence ainsi. Sœur, sœur, sœur. Jusqu'à quand resterez-vous des paillassons, des dos courbés, des chairs à battre, des victimes? Jusqu'à quand resterez-vous des étrangères dans vos propres maisons? Jusqu'à quand resterez-vous dans cette lâche posture d'esclaves consentantes, satisfaites d'un sort inique? Quand sortirez-vous de votre sidération? Resterez-vous éternellement des mineurs? Nous sommes pour la plupart des épouses parfaites, prêtes à tout pour satisfaire nos maris, des mères exceptionnelles, capables de sacrifier nos vies pour celles de nos enfants. Quand serons-nous véritablement des femmes? Nous ne sommes pas des femmes lorsque nous taisons les injustices qui nous sont infligées. Nous ne sommes pas des femmes lorsque nous sommes les complices des lois qui nous violentent, nous humilient, nous écrasent. Nous ne sommes pas des femmes lorsque nous n'apprenons pas à nos filles et à nos garçons qu'ils sont égaux en droit et en responsabilité. Nous ne sommes pas des femmes lorsque nous ne bougeons pas le petit doigt quand l'une de nous est battue, brimée, violée, assassinée. Sœurs d'ici et d'ailleurs, sœurs parce que nous partageons une condition injuste. Voilà. Sincèrement, c'est quand même un art aussi de savoir lire ce qu'on a écrit. Je ne sais pas comment elle fait, mais moi j'ai du mal à lire mes propres écrits. Je prendrai des cours. Alors, je n'ai aucun mal à lire mes propres écrits parce que quand je les écris, je suis dans un tel état. Je n'écris que par nécessité. Je n'écris jamais, je ne me dis pas un jour, ah ben tiens, aujourd'hui je vais écrire, il fait beau, etc. Non, moi quand j'écris, c'est quand on m'a piqué, il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Et là, paf, un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas, il s'est passé un événement que je vais taire, mais je me suis levée de mon lit et je suis allée, j'ai écrit 50 pages d'un coup à la main. J'ai écrit 50 pages, ça m'a pris 3 heures, mais j'ai écrit les 50 pages. C'est parti comme ça. On comprend mieux pourquoi vous avez parlé de l'écriture comme du cri de l'enfantement. Parce qu'effectivement, quand vous êtes piqué, vous avez envie d'expurger. Oui. Ah non, non, je m'y garderai bien. Parce que, voilà. Voilà, donc on va donner la parole à la salle. Vous vous levez, vous dites gentiment qui vous êtes et vous posez votre question à qui vous voulez. Bonjour, je suis Isabelle Cyprien, la fille de Marie Saint-Pierre Cyprien. Et ce que j'ai à dire, c'est pas une question en particulier, je voulais juste faire une remarque sur votre composition.
J'aime beaucoup le choix que Madame Colette a fait de vous, parce qu'on a à la fois une dimension sociale qui me parle aussi en tant que jeune étudiante. J'ai à peine 18 ans, je suis étudiante en droit, et j'ai connu beaucoup d'amis qui sont dans les situations que vous décrivez dans votre livre, et du coup je me suis sentie un peu touchée parce que j'ai pensé à eux, à leur histoire, et j'aime beaucoup le fait que vous soyez présente aujourd'hui pour en parler. Une dimension internationale, ma mère, par rapport à son rôle, à ce qu'elle écrit sur la communauté noire en général, dans la place dans la Caraïbe, et renouer les liens avec l'Afrique, et donc éliminer, on va dire, toutes les fragmentations qu'ont créé l'oppresseur au sein de notre communauté. C'est pour ça que du coup on a une perspective caribéenne ici. Et votre dimension, madame, qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus proche et personnelle par rapport à une personne, je me suis sentie aussi reconnue dans ce que vous disiez, dans votre colère, et je trouve que c'est très bien d'avoir ces trois dimensions d'expression féminine pour avoir une vraie expression concrète de ce que c'est que d'être une femme et la manière dont on peut l'écrire. Donc merci à vous de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Paulette de nous avoir concocté ce programme. Je suis pas Bakary Sissoko, je suis philosophe et, formateur interculturel. Ce sujet est très intéressant. Il y a le silence qui a traversé tout ce que vous avez dit. Il y a la notion de silence, mais il y a aussi le cri. Il faut savoir tout simplement situer la chose dans un contexte historique, intrafamilial ou sociétal. La femme a été niée, la femme a été soumise, même si effectivement à travers l'histoire il y a eu des femmes guerrières, mais en général la femme était sous cape. Le fait de prendre la plume, c'est la révolte, c'est le marteau de Nietzsche qui dit ça suffit, c'est le poussin qui sort de l'œuf, c'est le marteau pour frapper de différentes façons, en douce, etc. Il y en a qui écrivent calmement, il y en a qui écrivent, comme le dit Madame Diallo, quand quelque chose la pique, on va éviter de la piquer. Voilà, donc l'écriture est source de liberté et une volonté de s'émanciper et de dire. Vous avez cité un auteur que j'aime beaucoup, que j'enseigne depuis très longtemps, c'est Awa Thiam. Je signale que Awa Thiam a été réédité. Je l'ai enseigné plus de 20 ans. À Besançon, à l'UFM, etc. Justement, c'est l'une des premières qui a interrogé les femmes. Et notre ami Eyengue, qui est très fort pour les enquêtes, je te conseille de le lire si tu ne l'as pas fait, mais ça te donnera de belles idées, etc. Et là, on entend le cri sourd de ces femmes, le cri sourd de ces femmes, de ces intellectuels même, doctoresses, mais qui sont dans des traditions conservatrices et toujours sous le contrôle du patriarcat. Maintenant, elles disent non, ça suffit. Mais dans la Grèce antique, on a très bien vu Aspasie qui a donné des cours à Socrate. La femme était très très puissante, mais on la taisait, on l'étouffait. Et la femme maintenant dit stop, ça suffit. Et l'autre aspect que je voudrais aborder, c'est le genre, tout simplement. Quelqu'un disait, je m'efforce tant que je peux de cacher le sanctuaire de mon âme, peine inutile, hélas, les rayons percent dehors. On voit le sexe d'une femme à travers le livre. Il faut savoir lire, décoder. Mais effectivement, le texte n'a pas de sexe. Mais quand on a l'habitude de lire, on peut découvrir qui est l'auteur. Quelquefois, moi, par exemple, je cache le titre, l'auteur, justement pour pénétrer l'œuvre. Bon, ça c'est des techniques de lecture, etc., parce que je suis un peu folklorique et j'aime ça, j'aime ça. Par exemple, Yasmina Kadra, moi je pensais que c'était une femme. C'est une amie qui m'a dit, non, 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 monsieur, c'est un homme. Voilà, mais je m'en fous de son sexe. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité de son texte, c'est ce qu'il nous dit. Voilà, et ce qui est très important, c'est de savoir tout simplement que la femme africaine, la femme carabéienne a dit stop. Et ce stop, il faut qu'on l'entende. Et si nous ne sommes pas développés, quelqu'un le disait très bien, c'est parce que tout simplement nous ne donnons pas à la femme sa place. En Ambaïng, c'est très bien, les mathématiques, vous savez, il y a, dans le domaine de l'éducation, etc., on marginalise encore les femmes. L'IA, aujourd'hui, l'IA, c'est les femmes qui sont en avant, on essaye de les mobiliser, parce que tout simplement, on dit, ah oui, comme ce n'est pas sophistiqué, c'est la compilation de data, donc les femmes émergent, mais je n'aime pas ça, ce n'est pas flatteur. J'aurais aimé que son intelligence soit mobilisée comme vos intelligences. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et tous. Alors, je me présente, je suis Blaise Diagne. Donc, je vais intervenir tout à l'heure sur une conférence sur le numérique avec ma sœur Anna Mbeng, et cousine d'ailleurs, puisque je suis en partie Mbeng dans ma famille. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être le fils d'une grande militante féministe sénégalaise et de connaître Mariam Abba quand j'étais gamin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'école Mariam Abba de l'île de Gorée s'appelle comme ça, parce qu'elle avait des relations avec ma mère, qui était la femme du maire. Mon père était maire de Gorée, donc voilà. Donc c'est la collusion entre le monde militaire et le monde de l'éducation et du féminisme. Alors, j'ai écouté, j'ai beaucoup apprécié vos interventions, très intimes, voilà, très intimes, très justes, très vraies. Mais je pense qu'il faudrait, et je suis très intéressé par la remarque de la jeune fille, de votre fille, en réalité, nous nous sommes appliqués en Afrique un paradigme patriarcal qui n'était pas le nôtre. Voilà. Un patriarcal issu du monde arabo-musulman, chrétien et juif. Et j'ai une grand-mère qui est née, mon arrière-grand-mère est née à la fin du 19e siècle. Maoni Kale et Ada Cissé, fille de Maoni Kale. Elle a vécu dans un monde féministe, un monde où la femme avait sa place. Au Sénégal, par exemple, la première conseillère du roi, voire la reine, c'était la sœur du roi ou la mère du roi, ou la femme du roi. Donc on a connu une époque où il y a eu des reines, il y a eu des femmes qui avaient leur place. Par exemple, dans la société Wolof ou Lébou, pour vous marier avec une femme, il fallait venir travailler chez les parents et prouver que vous étiez capable d'entretenir une famille. Chez nous, les Lébous, par exemple, on remonte à l'époque antique, ce sont les femmes qui donnent les mains des filles. Par exemple, dans ma famille, avec l'époque moderne, ce sont mes sœurs qui ont donné la main de leur fille. C'est pas le père. Ce sont les femmes qui héritent de la terre et de l'or. J'ai un seul bijou en or de ma mère et tout le reste appartient aux femmes. Ce sont les femmes qui gèrent, ce sont mes sœurs qui gèrent notre patrimoine immobilier. Vous voyez, on a une SCP et les deux chefs de la SCP sont mes deux sœurs, dont une notaire. Donc nous, on ne gère rien en fait. Vous voyez? Donc tout ça pour dire que tout ce que vous dites et ce qu'on vit aujourd'hui résulte du fait qu'on a récupéré un modèle d'ailleurs, qu'on s'est plaqué et ce modèle d'ailleurs ne donnait aucune place à la femme. Aucune place. Dans le monde bédouin, vous avez la femme qui est au fond de la tente. Si quelqu'un récupère la femme ou vient la voler, d'ailleurs c'est qui est un peu leur phobie et leur illusion, il n'y a plus personne. Les hommes ne vont pas se reproduire entre eux. Donc ils ont intérêt à planquer toutes les femmes qui existent, d'accord, et à faire tout ce qu'on peut pour les cacher. C'est ça le monde arabo, berbéro, musulmano, chrétien. Or nous avons notre histoire et il est important, et on le verra tout à l'heure, de ressusciter notre histoire. Donc en tant qu'auteur, je pense que c'est une chose fondamentale. Et je suis très heureux qu'on soit dans un événement panafricain, parce que le panafricanisme est né en Haïti, avec la cérémonie du bois caïman, et il y a eu ensuite d'autres conférences, notamment en 1919 avec mon grand-oncle, qui a fait la deuxième conférence panafricaine avec Gratien Candace de la Guadeloupe, Webb Dubois, donc un des fondateurs de la NAACP, voilà, aux États-Unis. Et donc l'idée, c'est de se regrouper. Mais retournons également dans nos racines. Même si nous sommes modernes, retournons dans nos racines parce que ce sont nos racines qui nous correspondent. Et ce sont nos racines qui sont notre point commun. Quand je suis allé, par exemple, en 2019, je ne vais pas monopoliser le micro parce qu'en plus, on va passer après. En 2019, je me suis retrouvé à Cuba comme chez moi. Et d'ailleurs, Cuba, Haïti et le Brésil ont conservé des choses que nous avons totalement oubliées en Afrique. Parce que nous les avons effacées. Je prends le vaudou par exemple. Le vaudou n'est pas une religion de charlatans. C'est tout un ensemble en fait. Hein. C'est tout un ensemble socio-culturel, religieux, philosophique, de médecine, d'art militaire. En fait, il y a tout un ensemble de choses qu'il faudrait avoir et qu'on devrait redécouvrir. Donc faisons des ponts entre nos communautés, la diaspora mondiale, et surtout retrouvons également, et je vous invite à le faire en tant qu'autrice, retrouvons également ce passé-là pour savoir qui nous sommes. Tant que nous nous plaquerons sur le monde des autres, où ils ne font pas de place aux femmes, les femmes n'auront pas de place. Et je terminerai par dire que j'ai eu une éducation égalitaire. Les hommes ont eu la même éducation, et c'est ce qui m'a permis d'élever mes enfants quand j'ai divorcé, puisque c'est moi qui ai eu la garde.
Voilà, donc je remercie ma mère encore qui était une féministe. Et vous voyez, il existe d'autres voies pour élever les hommes. Avant de donner un mot de conclusion à chacune des intervenantes, je voudrais remercier vous qui avez posé des questions, vous qui avez apporté des contributions, vous qui êtes présents. Quand je dis présents, c'est à la fois les femmes et les hommes. Alors, vous qui êtes présentes et présents, en France, hein, et remercier également la technique qui nous a permis d'être enregistrés dans des conditions plutôt confortables. Je voudrais ajouter par rapport à ce qu'il a dit Blaise tout à l'heure, effectivement, les femmes ont souvent eu un rôle très important dans la société africaine. La charte du Mandé, je crois que c'est le XIIe siècle, oui. Bon, donc, au Cameroun, dont je suis originaire, le peuple Bamoun a eu une reine qui dirigeait le royaume. C'était un royaume, Bamoun. Tout un royaume. Aujourd'hui, bon, la reine Pokou et tout ça là en Côte d'Ivoire, c'est des choses qui existent. Les femmes ont souvent eu un rôle. Peut-être que, comme tu l'as dit, Blaise, le fait que l'islam, le monde musulman, tout ça là, a eu des connexions, ça a dû impacter. Mais je pense qu'il y a aussi, pas seulement à travers cette table, mais quand on observe de plus en plus, quand on entend notre jeune sœur qui a parlé tout à l'heure, là, elle a quoi, 18 ans, elle a dit? C'est extraordinaire. Quelle éloquence, quelle maturité d'esprit, quelle intelligence même. Et elles sont nombreuses comme ça. Au dernier salon du livre africain de Paris, au mois de mars dernier, la plus jeune autrice, c'était une jeune Guinéenne, Mbo, qui a écrit son livre. Elle a 13 ans aujourd'hui. Elle a commencé à écrire, elle avait à peine 11 ans, je crois. Ou alors elle a 11 ans aujourd'hui, elle a commencé à écrire, elle avait à peine 9 ans. Donc cette Afrique-là existe aussi. Et puis il y a beaucoup d'autres choses. Je parle de l'Afrique, mais je pourrais parler aussi des Caraïbes. Le petit Jean-Jean que nous on a reçu dans le cadre de la semaine africaine, la semaine de l'Afrique Solution, ça s'appelle comme ça, la SAS, il y a 2 ans. Elle est venue de Guadeloupe avec sa maman. Il est venu, c'est un garçon. Il a quoi? Il a 11-12 ans. Il a créé le premier bar à jus d'orange en Guadeloupe. On boit que du jus d'orange. Il appelle ça bar à citronnade. Et c'est en train de prendre des proportions. C'est-à-dire qu'il envisage de créer ça maintenant dans d'autres pays, pas seulement d'ailleurs dans les îles, y compris en Afrique. Il est venu témoigner. Donc c'est une réalité qui existe aussi. Soyons fiers de ce que nous sommes. De ce que nous sommes, parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui avance, mais il y a beaucoup de choses qui avancent. Bon, j'ai parlé un peu trop. Je vais donner un mot de conclusion aux filles, aux femmes, et après, ben, on va se séparer pour cette conférence. Merci beaucoup. Tout d'abord, je félicite vraiment ce public peu nombreux, mais vraiment de qualité. Je salue les personnes qui se sont exprimées avec tellement de cœur, d'éloquence. Une jeune fille de 18 ans, c'est incroyable. Hein? Mon ami Pape Bakary, qui est philosophe, qui s'est exprimé avec énormément d'éloquence. Blaise Diagne, qui, je ne vous connais pas, mais vous avez un homonyme célèbre. Mais bon, voilà, c'était génial. Alors, effectivement, planter ses racines pour mieux s'élever, parce qu'aucun arbre ne pousse sans racines, c'est également cela. Bon, moi, je suis un peu dans ma perspective, là. Je me dis, il faut interroger toute l'histoire, parce que tout de même, les reines sont relativement peu nombreuses au regard de toute la population féminine. Et quand on regarde les femmes qui sont au-dessus en Afrique, depuis la nuit des temps, on m'a offert un livre qui datait de l'Égypte ancienne. Et j'ai eu la curiosité, il y a un monsieur qui est ghanéen, qui vit au Sénégal, et qui traduit les hiéroglyphes en wolof, en français,
Je pense que oui, tout le monde le connaît. Bon, son nom m'échappe, Akoué, quelque chose comme ça. Et il a traduit un livre qui est venu de l'Égypte antique, écrit en hiéroglyphe. C'est un paysan qui parle de sa femme. Donc cette affaire-là, elle date de 5000 ans quand même. Hein. Et il dit, oui, femme, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, que des injonctions. J'ai dit, mais depuis 5000 ans, il n'y a rien qui a changé, non? Bon, c'est vrai qu'on a des reines, bien sûr. On a les femmes de Nder, on a Ndateya Lombok, on a plein de... La reine Toku, on a, je sais pas moi, la reine Yenenga aussi. Elles sont nombreuses, les reines, elles sont magnifiques. Mais il y a aussi l'énorme majorité des femmes qui sont encore sous silence dans notre Afrique. Et bien entendu, il ne nous faut pas endosser en plus de notre propre patriarcat celui des autres. Il ne faut pas qu'on rajoute à un patriarcat fondamentalement africain. Celui-là, il est très africain. Il ne faut pas endosser non plus celui de l'islam et celui de l'Europe, fondamentalement patriarcal. Il faut qu'on arrête de croire que nous autres, lorsque nous prenons la parole, nous le faisons comme des Européennes ou comme des Occidentales. Moi, ça me met de plus en plus en colère d'entendre, quand les gens manquent d'arguments, « Ah, ben toi, tu es occidentalisé, toi, tu viens d'Europe de toute façon, tu viens nous imposer ton point. » Mais non, mais c'est incroyable. Est-ce que moi, en tant qu'Africaine, j'ai pas suffisamment de bouteilles pour défendre ma propre cause? Il faut que j'aille chercher Benoît Groult ou je sais pas, Simone de Beauvoir, alors que j'ai Awakam, j'ai Mariama Ba et j'en ai d'autres. J'en ai plein d'autres. Et encore, il y a toute une littérature féminine d'expression Poulard. Il y a une femme Poulard, une femme Hal-Poulard, qui s'appelle Jinda Dem. Elle s'appelle Jinda Dem. Elle habite au Fouta. Jinda n'a écrit des livres qu'en Poulard. Pourquoi aucun éditeur ne l'édite? Elle est obligée de s'auto-éditer et de produire des livres de moindre qualité. Pourquoi on ne la prend pas au sérieux, cette dame? Même si ce qu'elle dit, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Parce que la femme sous silence au Fouta, qui s'assoit là-bas et le bonhomme, il est... voilà, non, moi c'est pas ça. Hein. Nous, on parle tous les deux, on se regarde dans les yeux, et ce n'est pas parce que je suis une occidentale. Je n'ai rien d'occidental, enfin, si, du moins, j'assume quand même ma part de nationalité française. J'aime la France des Lumières. Je n'aime pas la France de l'obscurité, je n'aime pas la France de Le Pen, je n'aime pas la France de l'extrême droite. Mais il y a une France que j'aime, c'est la France des peuples. Et là, la diplomate qui est là en a parlé de manière extrêmement éloquente. Donc voilà. Oui ? La France de la mixité. Mais bien sûr, et pourquoi on ne se revendiquerait pas français? Puisqu'on a participé à la construction de cette France. Donc il est normal que nous exigions notre part aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la dernière chose, c'est que, alors j'ai étudié Olympe de Gouges avec mes élèves de première cette année. Olympe de Gouges fait un reproche que je trouve qu'on pourrait nous-mêmes endosser. Parce que moi, je ne vois pas de frontières entre les choses. Elle reproche aux hommes français, à l'époque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle a écrit les droits de la femme et de la citoyenne. Et là-dedans, elle leur dit, mais hommes, qu'est-ce que vous faites là? Lorsqu'il fallait vous battre pour être des citoyens, vous avez eu besoin des femmes. Et une fois que vous les avez eus, ces droits, vous les avez oubliés. Tout simplement. Alors reprenez vos places. Et moi, c'est vraiment mon dernier message. Ce serait que les hommes soient tous nos alliés, comme ceux qui sont là. Nos alliés pour combattre, non pas, moi en tout cas personnellement, je ne combats pas les hommes. J'aime mon père, j'aime mon frère, j'aime tous les hommes de ma vie qui sont présents. Mais nous combattons un système, un patriarcat tout puissant. Voilà. Bravo. Ok, un petit mot rapide. Je voudrais remercier infiniment l'association des Caltisanes, à qui je souhaite aussi un joyeux, heureux anniversaire de 20 ans, et tout en leur souhaitant encore 20 ans et 1000 ans après. Et le maître mot de mon intervention,
intervention, comme j'écris sur la coopération Sud-Sud, donc je me bats pour les pays du Sud, ma communauté, mon africanité, tout ce qui va avec. Donc le maître mot serait « Construisons des ponts, soyons audacieuses, mesdames, et ambitieuses, et revendiquons notre narration. » On doit parler de notre propre voix, pas ce que l'oppresseur nous a inculqué. Alors, prenons notre liberté et prenons-la bien. Merci infiniment. Je tenais à vous dire merci. On a eu un public qui a eu des interventions très pertinentes. Merci aux organisateurs, merci à la présidente. C'était un grand événement, je l'ai très bien vécu. J'ai beaucoup appris de vous, de mes consoeurs, et ce genre d'initiatives doivent perdurer pour le bien de nos sociétés. Et moi, mon dernier mot, c'est militer pour l'éducation, l'accès à l'éducation pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles, et de faire en sorte que chacun d'entre nous trouve dans cette société une place et qu'on puisse s'épanouir de manière sereine, sans sacrifice et sans carcan. Merci. On a fini. Moi, je vais terminer avec 2 citations. Parce qu'elle parlait d'éducation, Mandela le disait, tout le monde le sait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et je termine aussi par celle de Maryse Condé, que j'aimais particulièrement, que je continue à aimer. Elle dit, les mots, c'est bien connu, ne servent pas seulement à créer du sens. Ils jouent, ils font l'amour, ils composent des musiques. Les mots ne servent pas seulement à créer du sens. Ils jouent, ils font l'amour, ils composent des musiques. C'est Maryse Condé. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo Panafro. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, partager, à en parler autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Pour aller plus loin et élargir le débat, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram ou WhatsApp. Vous pouvez nous soutenir en devenant membre premium. De nombreux avantages, contenus exclusifs et en illimité sont à retrouver sur la plateforme play.panafrotv.com. D'autres surprises vous attendent également sur panafrotv.com. Alors à bientôt sur les réseaux Panafro.